est un handicap. C'est un facteur de contre-développement. C'est une contrainte. Ça, c'est la langue. Et pour aller plus loin, taquiner les camarades et autres, je dis souvent que parler en français, se nourrir d'un tchèque importé, on ne peut pas se développer, ce n'est pas possible. Il y a une contrainte de trop. On ne peut pas. C'est pour ça que celui qui pose la question de l'agriculture, pour moi, ça ne se pose même pas. Parce que le combat de la langue, il n'est pas perdu, mais en tout cas, il est beaucoup plus difficile à gagner dans les conditions actuelles. Par contre, le combat de l'autosuffisance alimentaire, il est à portée. Vous n'avez pas d'exemple au monde, parce que moi, j'aime regarder. J'essaie d'être raisonnable et très simple. Quand on me propose une solution, je demande est-ce qu'elle a marché ailleurs? Est-ce que quelqu'un l'a déjà essayé? On ne peut pas réinventer la roue. Il n'y a pas d'exemple au monde de pays émergents avec une langue étrangère, avec une importation de produits alimentaires. Vous importez ce que vous mangez, vous cultivez, vous développez dans une langue étrangère, vous êtes émergent. Ça n'existe pas, j'en connais pas. Et donc, le Sénégal ne peut pas s'affranchir de ces contraintes et vouloir être émergent. La langue, comme je dis, il faut mettre de côté en attendant. Nous avons raté Cheikh Anta Diop, il ne faudrait pas qu'on rate le PSE. Donc allons-y dans l'agriculture. C'est la prochaine étape. Produire ce que nous mangeons, fermer nos frontières avec les mécanismes que nous trouverons, avec mes amis de la douane et du commerce, pour que l'on consomme la production locale à travers une chaîne de valeur telle que Magagnal l'a développé tout à l'heure, parce que l'agriculture c'est toute une chaîne de valeur qui va se développer et qui permettra peut-être d'impacter la création de richesses et donc d'emplois. Parce qu'aujourd'hui la réalité de notre économie c'est qu'elle est tirée par les services à 70%, avec notamment les services financiers et les télécoms. Les télécoms se sont essoufflés depuis 5-6 ans, 10 ans même. Vraiment, ils commencent. Parce que nous avons également raté l'occasion de faire des télécoms vraiment le vecteur de la croissance pour aller vers l'émergence. On aurait pu faire l'option stratégique au moment de la privatisation. Nous avons raté cette occasion. Et comme je dis, en économie, c'est la réalité qui gouverne. Quand vous ratez les occasions, il faut attendre parfois 20 ans pour avoir une nouvelle opportunité. Et aujourd'hui, les opportunités qui s'offrent à nous ne nous permettent pas de mettre les télécoms. Elles sont dans la stratégie. On aurait pu le faire il y a 20 ans. La donne a changé. Aujourd'hui, c'est l'agriculture, c'est le préalable de l'énergie qu'il faut régler, c'est les infrastructures qu'il faut mettre en place pour bâtir la colonne vertébrale de notre économie. Et c'est ça qui nous permettra d'être assez solides pour nous arrimer au reste de la sous-région et donc d'intégrer le reste de l'économie mondiale pour être compétitif. Cela est apporté, donc il faut qu'on refuse l'autoflagellation, qu'on refuse le pessimisme, parce qu'il faut être dans l'optimisme, dans l'optimisme réaliste. Aller vers l'émergence, c'est rêver, c'est bien rêver, mais rêver les pieds sur terre. Et cela est possible. Et souvent, on compare à d'autres pays que je ne citerai pas pour des raisons évidentes de diplomatie. Mais moi, je n'ai pas peur de cette comparaison. Ces pays ont un meilleur potentiel économique que nous. Ils ont du cacao, ils ont du café. Meilleur profit. La preuve, si vous demandez à quelqu'un de choisir entre ses capitales et Dakar, il choisit de vivre à Dakar. Donc ça veut dire qu'on a un meilleur profil. Notre pays présente mieux. Deuxièmement, on nous citait le Ghana. Le Ghana est aujourd'hui à la peine, avec un déficit de 10%, parce que nous, Sénégalais, nous avons l'habitude de nous autoflageller. Ils sont à moins 10 maintenant de déficit aujourd'hui. Hein. Ils ont hypothéqué toutes leurs ressources naturelles pour les 20 prochaines années. Le Ghana va dire, je ne le souhaite pas, mais je constate. C'était l'enfant chéri de l'Afrique il y a quelques mois encore. Hein. Et aujourd'hui, ils sont à 10% de déficit. Moi, si je pouvais avoir aujourd'hui 10% de déficit dans mon budget, je déconne. Donc, ils sont à 10%, ils ont hypothéqué leurs ressources, et voilà, le Ghana a pourtant été le bon élève il y a quelques mois. C'est pour dire que tout cela est très fragile. Il faut qu'on se concentre sur nos atouts, ça a été montré dans les différentes présentations. On essaie de développer, de positiver, de s'approprier ce projet qui est notre référentiel et d'avancer. Et donc, par rapport à ça, j'ai bien aimé la question de M. Mamadou Sarr. C'est vrai que c'est mon directeur du cabinet, j'ai trouvé le moyen de me faire entrer d'inspecteur du Trésor, donc il me dira. C'est ça la vraie question. Quel est le rôle des inspecteurs du Trésor, des administrations de façon générale? Parce que tout ce qui a été décliné, à la base, vous avez l'État. Magagnal l'a dit dans sa présentation, je crois. C'est l'impulsion. C'est l'État qui organise la vie économique. Et si les forces d'inertie sont au niveau des administrations, de façon générale, il est évident que le moteur ne démarrera pas et qu'il n'y aura pas d'économie à un niveau qui nous permettra de parler d'émergence. Donc les réformes, c'est la clé.
Et les réformes, c'est les réformes de l'administration financière d'abord. Parce que tout est dans la programmation et dans la mobilisation des ressources. Tout est dans la programmation et dans la mobilisation des ressources. Les financements extérieurs en dépendent. Parce que le seul instrument de politique économique que nous avons, ça également, ça a été abordé, c'est le budget. Notre instrument monétaire, nous l'avons confié à d'autres structures. Donc le seul instrument de politique économique que nous avons, c'est notre budget. Et le budget, c'est l'administration du trésor qui est au cœur. Donc votre responsabilité, c'est sur vos frères épaules que pèse la lourde responsabilité du financement de l'économie du Sénégal. La responsabilité ne peut pas être plus grande. Donc vous avez le défi de la réforme. Chacun d'entre nous, dans son métier, dans son administration, connaît les lacunes, ce qui se dit, ce qui se fait, fondé ou pas fondé, mais en tout cas, nous connaissons tous la réalité de nos administrations. Ce qu'il nous faut, c'est avoir le courage d'affronter nos problèmes, de réformer nos administrations, en commençant à réformer nos dispositions mentales par rapport au secteur privé qui doit être le moteur du développement. Il faut que les fonctionnaires changent de mental, changent de regard, qui pose de suspicion, j'allais dire, d'inquisition qui pose sur le secteur privé. En partenaire, chaque heure de paiement qu'une entreprise rate, je ne parle pas de jours, je ne parle pas de semaines, vous hypothéquez sa vie. Voilà un exemple concret. Mettez-vous des critères de performance pour que les paiements se fassent à des dates vraiment correctes. Mais vous me direz qu'il faut que les douaniers et les impôts versent. Ok. Mais faites la synergie pour la gestion de la trésorerie. Apprenez à travailler ensemble. Il faut qu'il y ait une stratégie de gestion de la trésorerie qui implique les impôts, la douane, le trésor. Et cela doit être possible. C'est apporté. Vous me direz que c'est le ministre du budget qui doit lancer cela. Mais il faudrait, si je vous en parle, c'est parce que moi je privilégie l'acceptation, l'adhésion plutôt que la contrainte. Parce que les fonctions de direction, directive, ordre, commander, obéir, ça n'existe plus dans l'administration, ça n'existe plus dans aucune organisation. Le style de management a changé. Ce qui marche, c'est l'adhésion, susciter l'adhésion. Il faut convaincre les gens, susciter leur adhésion. Et surtout, ce qui marche, c'est le leadership par l'exemplarité. Il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas hasard que le diapo qui est encore affiché, c'est le leadership qui est en tête. Et ce leadership qui est incarné par le président de la République dans le pays, en mettant la délivrée du nez à la présidente de la République, doit être décliné au niveau des ministères, au niveau des directions générales, au niveau des directions, jusqu'au niveau des collectivités locales, pour qu'il y ait une appropriation à tous les niveaux, pour qu'il y ait le principe de responsabilité et de la redevabilité à tous les niveaux, et ce n'est pas des comptables qu'on va apprendre ce que c'est la redevabilité. Et donc, bref, c'est des problématiques moi, sur lesquelles je voudrais vous interpeller, pour que vous puissiez vous interroger par rapport à ce financement, la mobilisation de ce financement interne, qui est la clé, parce qu'on nous prêtera, d'autant plus que nous aurons des capacités de rembourser, et nos capacités de rembourser dépendent de notre capacité d'abord à mobiliser nos recettes fiscales à travers nos trois régies. Donc ces trois régies, au lieu d'être en concurrence, devraient être complémentaires, travailler dans une parfaite synergie, et naturellement la stratégie de gestion de la trésorerie est indissociable de la gestion de notre stratégie d'endettement. C'est lié. Donc c'est une boucle qu'il faudra, de la trésorerie qu'il faudra bâtir très très prochainement, sans attendre, hein, dès 2014. Dès 2014, pour qu'on puisse aligner vraiment nos mobilisations de ressources sur les programmes, par rapport aux programmations qui sont faites et qui sont déclinées dans les différents instruments budgétaires que vous connaissez, que ce soit le budget lui-même ou bien le BTIP, c'est-à-dire le budget dans sa perspective triennale. Et le PAP, le programme d'action prioritaire, Moustapha l'a dit, intègre parfaitement le programme triennal d'investissement parce que nous n'avons pas d'autres instruments et on ne peut pas piloter la politique de l'État en dehors des instruments budgétaires dont nous disposons. Et il ne sert à rien d'avoir internalisé toutes les règles de l'UEMOA, le cadre harmonisé sur les finances publiques, si nous peinons à les mettre en œuvre. Donc au niveau de la mise en œuvre, c'est pour ça que tout le défi est là. Et c'est par là que je vais conclure. Nous avons de bonnes politiques, bien pensées. Nous avons les cadres qu'il faut, parce que c'est des cadres sénégalais qui l'ont fait. Je ne saluerai jamais assez leur expertise. Moi, chaque fois, je suis bluffé par leur capacité à conceptualiser, à écrire. C'est des sujets extrêmement. Je répétais ça à Yacine, un de mes profs, Mario Dehoff, qui connaît peut-être. Il me disait, il était un expert de FMI, il était de la banque, il parcourait l'Afrique. Il disait chaque fois qu'il va dans les pays africains, j'espère qu'il n'y a pas de Gabon ici, il disait qu'il comprenait pourquoi ça ne peut pas marcher dans ces pays. Mais
quand ils venaient au Sénégal, ils ne comprenaient pas pourquoi ça ne marchait pas. Je dis, monsieur Dor, pourquoi selon vous? Il dit, oui, parce que chaque fois que je rencontre les Sénégalais, chacun dans son secteur, il sait ce qu'il faut faire pour que ça marche. Ça veut dire qu'on a de l'expertise. Donc, vous avez la réponse, c'est parce que c'est le comment. C'est au niveau de la mise en œuvre, au niveau du suivi. Et c'est pour ça que tout le défi se trouve dans la mise en œuvre, dans le suivi. Mais le PSE est un programme cohérent, aligné sur les objectifs, qui permet d'aligner les objectifs prioritaires du Sénégal, qui prend en compte une hiérarchisation de ces priorités, parce que quelqu'un l'a dit également, tout est prioritaire, et quand tout est prioritaire, il faut hiérarchiser les priorités. Et quand vous regardez la hiérarchisation des priorités dans le PSE, vous vous rendez compte que quand un État choisit d'afficher ses priorités, il affiche également ses valeurs. Parce qu'à la base, il y a des valeurs. Et les valeurs aujourd'hui, c'est le travail, c'est la solidarité. C'est pour ça qu'on parle d'émergence dans un État de droit, dans un État de droit et dans une société solidaire. Donc ça, c'est incontournable. Parce que si nous voulons atteindre l'émergence pour tirer les autres Sénégalais qui sont au bas de l'échelle, si nous ne le portons pas, la société va casser avant. Parce qu'il y en a qui sont dans l'extrême pauvreté. Et cela, c'est également une occasion qui interpelle les élites que nous sommes. Nous sommes la partie la plus privilégiée de ce pays. Ça également, nous devons l'avoir en permanence à l'esprit et regarder le bas de l'échelle. En permanence. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'être compétent. Ça ne suffit plus. Il faut être compétent, mais il faut avoir également un sens très élevé de l'intérêt général. C'est la seule sécurité sociale que nous pouvons souscrire tous. Sinon, ils vont venir nous arracher le peu que nous avons. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas coupé votre son. Merci bien, monsieur le ministre. Je pense que le discours a été bien entendu et que nous en prenons bonne note.